messieurs, c'est donc la revue des grandes unes avec la presse qui est disponible en kiosque. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds, d'être parfum de l'actualité. La nouvelle expression parle de taxes sur les téléphones. Le gouvernement c'est le titre proposé par le tabloïd pour dire que le président de la République a renvoyé à plus tard l'entrée en vigueur de la taxe numérique sur les téléphones portables. Après une levée de boucliers de toutes les couches de la société camerounaise, on voit bien que le député Jean-Michel Nitche, qui avait été le premier homme politique à condamner promptement et vigoureusement cette mesure, promet donc de rester vigilant. Un spécialiste, Edmond Kuaté, fait des propositions concrètes et pratiques au gouvernement. C'est à lire dans le dossier de la page 2 à la page 3 de la nouvelle expression ce matin. Le journal parle également des marches pacifiques avec les conseils du MRC, le mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui font donc des décomptes. Après le gouvernement, c'est au tour des avocats de détailler les chiffres relatifs aux arrestations et détentions du 22 septembre 2020. Le journal parle également de l'enseignement avec les mots d'un maître. Il faut donner les compétences professionnelles exploitables aux enfants pour attaquer le monde de l'emploi, dit d'ailleurs le docteur Ignace Foyette. C'est à lire dans le journal en page 9 de la nouvelle expression de ce matin. Un autre journal disponible en kiosque, il s'agit du journal Mutation qui parle donc de téléphones et tablettes. Pas de crédit pour taxer, c'est le titre proposé par le tabloïd. Le journal explique simplement que le chef de l'État demande donc au gouvernement de lui soumettre au préalable un mécanisme plus approprié de recouvrement. Il y a l'analyse et notamment des réactions à découvrir dans le dossier proposé par le tabloïd de ce matin. D'autres informations sont contenues dans le même journal. Le journal Le Messager parle également des téléphones et terminaux importés. Branle-bas donc autour d'une réforme mornée. C'est le titre proposé par le journal Le Messager et d'autres informations contenues dans le même tabloïd. Émergence parle donc de taxes sur les téléphones portables. Le rétropédalage du gouvernement Paul Biya demande donc de surseoir à la mise en œuvre de la mesure controversée. C'est en page 5 de ce numéro également. On parle de musulmans de l'opposition. L'ONU condamne le Cameroun. À la suite de tout cela, c'est à lire dans le journal Émergence ce matin. Le quotidien Le Jour parle de marche du 22 septembre. MRC, 107 militants inculpés au tribunal militaire. C'est à découvrir dans le journal ce matin. Et l'ONG Human Rights Watch demande donc la libération des personnes encore en détention. Selon le collectif des avocats, 421 manifestants sont donc sont de manière arbitraire privés de liberté. C'est ce que le journal propose également ce matin en page 3. D'autres informations sont contenues dans le même journal. Et puis Tribune d'Afrique s'intéresse donc à Cameco. La reprise effective des vols, c'est à lire dans le dossier proposé par le journal. Et surtout, l'éditorial de Faustin Dicam dans le numéro de ce matin en page 3 précisément. Autre chose également, c'est le journal Cameroun Tribune qui parle de sécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest. Une armée qui rassure, c'est le titre proposé par le journal ce matin. C'est un dossier à lire de la page 2 à la page 3. Le journal a également d'autres informations à découvrir ce matin. Et puis l'économie qui en kiosque également parle de gouvernance. La faible transformation du bois local fait donc perdre des milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. Des informations à lire ce matin également dans le numéro disponible. Et puis le journal Éco-Santé parle de diabète et hypertension. Plus de 120 personnes dépistées à Essiengbot. C'est dans la région de l'Est Cameroun, notamment dans le département du Rognon. C'est à lire également ce matin. Le même journal parle du Covid-19 avec Malachi Manaouda qui évalue le dispositif de riposte à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. C'est dans le journal en page 3 de Éco-Santé. Et on va terminer avec le journal Kalara qui parle de contentieux. Le Grand Nord insiste pour ses places à l'ENAM. Tout le dossier à lire ce matin. Le même journal parle des droits de l'homme, les manœuvres judiciaires pour maintenir en détention les militants et leaders du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. C'est un autre article à lire en page 3 du journal Kalara. Et voilà ce que la presse nous propose, ce que nous avons reçu à notre rédaction ce mardi. Donald Brice Kamgan, bonjour et bienvenue. Flavien, bonjour. Bonjour à Camille Nélé. Bonjour à nos téléspectateurs qui sont nombreux à nous écouter tous les matins entre 9h20 et 9h et 10h. Voilà. Voilà, merci d'être là et de faire ce rappel. Bonjour Camille Nélé. Flavien Maron-Nongo, bonjour. Bonjour Donald Bruce-Camgan, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Alors, le sujet qui fait le tour de la presse ce matin, mais avec des traitements différents et variés, vous aurez l'occasion de lire aussi. Le journal La Nouvelle Expression parle de taxes sur les téléphones. Le gouvernement bat en retraite. C'est le titre proposé par La Nouvelle Expression. Mutation parle plutôt de pas de crédit pour taxer. C'est ce que le journal nous propose ce matin. Et le Messager parle de branle-bas autour d'une réforme mornée. Oui, chaque journal ce matin
se fait l'écho de cette correspondance qu'a adressée hier lundi le secrétaire général de la présidence de la République au secrétaire général des services du Premier ministre, répercutant, dit-il, les instructions du chef de l'État qui aurait donc demandé de surseoir à l'entrée en vigueur de cette mesure de taxation sur les téléphones portables et les tablettes, mesure qui était censée entrer en vigueur depuis le 15 octobre dernier. Elle n'est pas entrée en vigueur parce qu'il y a encore des réglages à faire. On a d'ailleurs pris connaissance hier d'une correspondance du ministre des Postes et des Télécommunications adressée au directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications. Le convient à une réunion de concertation sur la mise en œuvre des préalables techniques à l'application de cette mesure. Alors le gouvernement était face à l'opinion qui a vivement dénoncé l'entrée en vigueur de cette taxe. Les conditions de son entrée en vigueur étaient complètement alambiquées. Il y a d'abord que le gouvernement manifestement n'était pas encore prêt, malgré la forte communication, l'artillerie communicationnelle qui a été mise en œuvre pour expliquer et justifier le bien fondé de cette mesure. Est-ce que c'était une mauvaise idée au départ ? À la base, je veux dire. Effectivement, cette taxe a soulevé beaucoup de questions. D'abord, au plan réglementaire, la BIAC s'est prononcée il y a quelques heures maintenant contre cette réforme-là. Ensuite, la CEMAC ne recommande pas ce moyen-là pour payer les taxes. Donc, au plan réglementaire, ça posait quand même quelques soucis. Mais également au plan fiscal, on ne comprenait pas pourquoi est-ce que le gouvernement laisse les grands gagnants, comme on peut les appeler, les importateurs, pour se replier sur les petits consommateurs qui étaient appelés à payer 33% du montant global, du prix global de leur téléphone portable, mais également d'autres incongruités sur lesquelles on aura l'occasion de venir, mais surtout de tirer ce matin les leçons de ce rétropédalage du gouvernement, comme le dit la presse. À côté des premiers titres évoqués ce matin, Camille Nélé, il y a Émergence qui parle du rétropédalage du gouvernement. Le rétropédalage du gouvernement, bon, c'est le titre qu'a trouvé Émergence. Mais disons que c'est chaque journal qui y va de sa sensibilité, c'est chaque journal qui y va de son prêchi-prêcha. Mais vous vous souvenez très bien qu'au moment où l'annonce de cette taxe avait été tombée sur la tête des Camerounais comme la foudre, immédiatement, c'est chacun qui s'est demandé à quoi pourrait bien servir cette taxe. Au-delà des arguments, considérés même par certains comme des arguments savants, que là on a commencé à nous débiter à la télévision et dans les radios, une question de simple logique, de logique élémentaire se posait. Donc cette taxe était imposée tout simplement parce qu'aucun importateur ne payait de taxes. Ça veut dire que si on impose cette taxe, cela suppose qu'aucun importateur ne paye de taxes. Et c'est pour ça que maintenant on a décidé de répercuter cette taxe sur l'acheteur. C'est simple. Donc, veut-on nous faire croire que ces grandes maisons de téléphonie mobile, de vente de téléphonie mobile, d'importation et de vente de téléphonie mobile ne payent pas leurs taxes? Donc ça, c'était une simple question. À cette question, les ressources qu'on nous a présentées sur les médias, tant à la télé qu'à la radio et même dans les journaux, n'ont convaincu personne. Et même, surtout qu'au milieu de tout ce charivari, on nous a présenté un certain monsieur Paul Zambo, connu depuis un certain temps pour s'être illustré dans un certain nombre d'affaires au sommet de l'État, qui lui-même a été incapable d'expliquer de manière claire et sincère à quoi il va servir. Alors comment voulez-vous que des taxes qui doivent être reversées au ministère des Finances soient recouvrées par un individu sorti de nulle part? Donc lui, il arrive, il se met là, il recouvre les taxes, il les remet à l'État, alors que l'État est là pour recouvrer ces taxes. Vous êtes d'avis de ceux qui pensent que c'était une sorte d'arnaque également? Arnaque, non, moi j'ai dit seulement que c'est une combine qu'on a sortie comme du chapeau d'un magicien, comme un lapin qu'on sort d'un chapeau, et on vous dit, bon, maintenant on va vous sortir des explications savantes, et puis bon, on va vous embrouiller et vous allez payer. Mais alors, on se pose la question, donc, payer quoi? Des importateurs ne payent jamais les taxes. Pourquoi maintenant, puisque ces importateurs ne payent jamais les taxes, pourquoi on ne leur fait donc pas des redressements fiscaux? Pourquoi donc on ne peut pas changer de méthode? Cela veut dire que toutes ces personnes, vous qui avez acheté votre téléphone, il y a peut-être 6 ou 7 mois, ça veut dire que ce téléphone-là avait été acheté, vous l'aviez acheté chez un importateur qui n'a jamais payé la taxe. C'est une histoire complètement absurde. Donc moi je pense que le président de la République a été informé, parce que quoi qu'en pensent certains esprits, il est
il a toute l'information devant lui chaque jour. Il sait ce qui se passe. S'il ne dit rien, c'est parce qu'il sait comment il conduit son bateau. Mais je peux vous dire, je vous l'ai souvent dit ici, qu'une personne très très proche du sommet de l'État a dit que le chef de l'État regarde régulièrement la revue des grandes unes. Régulièrement la revue des grandes unes. C'est vous dire que il sait ce qui se passe, il voit ce qui s'est passé, il a compris, il a mesuré surtout la gravité de la situation. Il a demandé rétropédalage, non, il a dit, écoutez, arrêtez-moi cette histoire-là. Rendez-la un peu plus claire et maintenant, ramenez-la moi. Mais moi, je ne peux pas la laisser sortir telle qu'elle est mal présentée, telle qu'elle est présentée de manière alambiquée. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il est vrai que c'est les populations qui souffrent, qui poussent un ouf de soulagement en se disant que voilà un impôt qu'on ne va pas les obliger à payer en leur tordant la main. Mais ça ne veut pas dire que cet impôt est supprimé. Mais seulement il va peut-être revenir sous une autre forme, et sous une forme beaucoup plus normale, certainement, où certainement le ministère des Finances ou la direction des impôts va trouver le moyen de recouvrer cet argent sans avoir besoin de passer par un individu lambda sorti de nulle part, ou sans avoir besoin d'assister. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont sursauté du fait que le ministère des Postes et des Télécommunications se retrouve dans une affaire qui ne la concerne que de très loin. Alors, on le constate bien que les médias capitaux publics n'évoquent pas le sujet. Cameroun Tribune n'a pas évoqué le sujet. Je peux peut-être me tromper, mais j'ai parcouru quand même la une. Oui. Pour un message ou une information qui vient de la haute hiérarchie de l'État, du sommet de l'État. Vous êtes vigilant, Flavien, vous êtes vigilant, effectivement. On a noté que depuis hier, les médias d'État n'en parlent pas. Écoutez, des mémoires de journalistes, il y a plusieurs actes officiels qui ont été pris dans ce pays sans que la CATV et Cameroun Tribune, en tout cas les médias capitaux publics, n'en parlent. Les sujets considérés comme embarrassants ou gênants pour le gouvernement, en fonction des intérêts gouvernement ou partis du gouvernement, sont parfois frappés du sceau de l'omerta dans les médias capitaux publics. Donc il n'est pas exclu que le sujet soit très gênant pour une bonne partie du gouvernement. On pourrait s'attendre à une communication gouvernementale par la suite. L'appareil gouvernant, ce n'est pas exclu, mais j'imagine bien l'inconfort dans lequel se trouve le gouvernement, notamment les officiels qui ont déployé, je le rappelais tout à l'heure, une redoutable artillerie lourde communicationnelle pour expliquer et justifier le bien fondé de cette mesure controversée. Donc il n'est pas exclu que cet inconfort-là explique ce silence que vous évoquez dans les médias à capitaux publics. Mais je voudrais également dire que ceci nous permet de tirer au moins deux principales leçons. La première étant pour moi que l'époque du suprémacisme et de l'absolutisme de l'État est révolue. On est aujourd'hui dans des États réputés modernes où les décisions se prennent sur la base de la concertation, le consensus. Ces mots ne sont pas très bienvenus dans le discours de ceux qui nous gouvernent manifestement. Et là encore, on voit très bien que lorsque l'opinion publique est vigilante sur une question précise, on peut faire fléchir l'ordre gouvernant. La deuxième chose, c'est que ce rétropédalage du gouvernement consacre la défense de notre Parlement. Je rappelle que cette loi dont nous parlons a été adoptée au Parlement par les députés et les sénateurs en 2018. Alors, elle était censée entrer en vigueur en 2019, je crois. Elle a été repoussée à cette année 2020. Une loi controversée qui est passée au Parlement sans tambour ni trompette, comme une lettre à la poste, effectivement, comme toutes les autres lois qui passent. Le Parlement a deux missions fondamentales, le contrôle de l'action gouvernementale et la législation, travailler sur les textes de loi. Effectivement, on observe très bien que depuis bon nombre d'années, sur la base de ce qu'ils appellent la majorité du RDPC, il n'y a pas de débat sérieux sur les textes qui sont examinés à l'Assemblée nationale. Sur les questions d'intérêt national, sur les questions qui ne demandent pas des positions forcément partisanes. Le gouvernement, le Parlement s'aligne systématiquement sur les positions du gouvernement, parfois même s'érigeant en défenseur de l'exécutif. Il y avait l'opposition à l'Assemblée quand même. Je rappelle, SIF et bien d'autres partis de l'opposition. C'est très bien de faire le procès de l'opposition. Je rappelle que sur une crise qui est une crise inédite, qui est la pire crise de l'histoire politique du Cameroun, la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les députés du SIF auxquels vous faites allusion ont
perturber plusieurs sessions parlementaires pour demander d'inscrire cette question-là en débat à l'Assemblée nationale. Une question qui est préoccupante, qui est gênante jusqu'au sommet de l'État, une crise qui s'enlise et qui fait des milliers de morts dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les députés du SDF que vous évoquez à l'instant ont fait bloquer plusieurs sessions du Parlement pour demander que cette question soit inscrite. Ça n'a jamais été inscrite. Donc, il est très bien de faire le procès des députés de l'opposition, mais il faut savoir que non seulement ils sont minoritaires à l'Assemblée nationale, mais même lorsque les questions qui sont débattues sont des questions qui demandent un minimum de consensus, la majorité n'entend pas de cette oreille. Camille, non, je ne partage pas du tout ces avis de Donald Prescamgan. Je ne partage pas son avis sur à propos de Cameroun Tribune. Je ne sais pas si vous êtes journaliste, je ne sais pas si c'est vous, journaliste de la presse privée, qui allez donner des leçons de journalisme à des professionnels qui sont chevronnés. Pas de leçons. C'est une leçon que vous êtes en train de donner. C'est une leçon que vous êtes en train de donner. C'est-à-dire que chaque journal, c'est éditorial. Et puis, souvenez-vous, essayez de relire Cameroun Tribune la semaine dernière, vous verrez que Cameroun Tribune a parlé de ce problème. Bon, peut-être pas en grande une comme c'est fait ce matin, mais il en a parlé. Vous aviez parlé de la correspondance du SGPN. Je parle du problème même de la nouvelle taxe. Cameroun Tribune en a parlé la semaine dernière. On ne parlait pas de ça, Camille. Mais si, c'est de ça qu'on parlait. Camille évoquait... De toute façon, laissez-moi parler. Absolument. Je disais donc que Cameroun Tribune peut ne pas en parler aujourd'hui, en parler demain. Mais maintenant de manière beaucoup plus exhaustive, peut-être en prenant des avis des uns et des autres. Donc c'est pas à vous de lui dicter sa manière de travailler. Moi je pense que c'est assez inconvenant. Bon, maintenant pour le reste, quand vous parlez de cette loi, quand vous parlez de cette loi, parce qu'il ne faut pas obscurcir de nos auditeurs, quand vous parlez de cette loi qui a été concoctée en 2018 et que jusqu'à présent les députés de l'opposition n'ont pas vu, vous voulez donc faire croire que depuis 2018, aucun député de l'opposition, puisqu'ils sont minoritaires, ils n'ont pas vu cette loi, ils n'ont pas trouvé manière à réfléchir, manière peut-être à s'insurger. Non, je pense que les choses sont beaucoup plus simples que cela, beaucoup plus explicites que cela. Nous nous trouvons dans une situation que personne n'a accepté cette taxe, parce que brusquement, tout le monde s'est retrouvé. Personne n'a accepté cette taxe, Camille. Personne n'a accepté. Je ne partage pas votre avis. Non, personne n'a accepté. D'ailleurs, sur ce plateau, vous vous souvenez, vous vous souvenez, Flavien Vallon, de la semaine dernière, c'était sur ce plateau, où moi-même, je m'étais insurgé personnellement pour dire que aucun Camerounais ne devrait accepter ça. C'est comme si on est en train de vouloir tordre la main aux Camerounais pour leur faire payer une taxe qui doit être payée par des importateurs. Je répercutais un peu le sentiment de la plupart des personnes avec qui j'avais évoqué ce problème, qui a révolté tout le monde. Il est maintenant voir aujourd'hui le chef de l'État demander qu'on ramène cette histoire-là. Et quand vous parlez de l'État, vous avez vu comment M. Zambo a été convié sur un plateau de télévision, mais il était incapable de l'expliquer. Parce que le projet est tellement tarabiscoté, tellement alambiqué, que lui-même n'a pas su. Voilà autant de raisons qui ont poussé le chef de l'État à dire que voilà la personne donc qui doit recouvrir cette taxe, qui sort dans ce trou, qui est incapable de l'expliquer. C'est autant de choses. Donc le problème est un problème sérieux. Il ne faut pas le transformer en une sorte de déculotté du gouvernement qui maintenant fait du rétro-pédalage. La loi est là, la taxe est là. Bon, maintenant, on s'est rendu compte que non, il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans, qui est obscur, qui est même absolument illogique. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui est en train d'applaudir. Bon, on applaudit, mais en réalité, ça veut dire que dans ce pays, il y a des choses qui se font. Mais Camille, est-ce qu'on aurait dû rendre cette affaire publique si les contours n'étaient pas expliqués ou je voudrais les exploiter suffisamment? Vous savez, il y a des gens qui ont l'art de vous sortir des rhétoriques tellement savantes qui vous embrouillent et vous ne comprenez rien du tout. Et ça passe comme une pilule, mais seulement malheureusement, cette fois-ci, la pilule avait les proportions d'une boule de pétanque. Elle ne pouvait pas entrer dans la bouche. Une pilule amère, de toute façon. Oui. Elle était trop grosse. D'accord. Donc la presse, Donald, on va sortir du sujet. Oui, on sort du sujet. Je rappelle mon propos une fois de plus. Vous m'avez demandé pourquoi Cameroun Tribune et les autres médias d'État n'en parlent pas. Je disais que le sujet peut être considéré comme embarrassant pour une partie ou pour tout le gouvernement. Et donc, on peut comprendre ce silence. Et je rappelais que d'autres textes officiels sur d'autres sujets ont été publiés et rendus officiels sans que les médias d'État ne prennent cela à leur compte. Ça dépend des intérêts qui sont... C'était juste un constat. Absolument. Voilà, donc on va lire la presse également ce matin. Le sujet est traité diversement, selon des sensibilités des médias. Il y a également le quotidien Le Jour de ce matin qui revient sur les marches du 22 septembre dernier et parle de 107 militants inculpés au tribunal militaire. Oui, ces personnes ont été arrêtées le 22 septembre, comme le rappelle le journal, et ont d'abord été gardés dans diverses unités
de sécurité, gendarmerie, police à Yaoundé et dans d'autres villes comme ici à Douala ou encore à Bafan, à Bafoussam où ils ont été interpellés. Certains ont été interpellés alors qu'ils ne prenaient même pas part au marche. Souvent, c'est des citoyens ordinaires qui soit vaquaient à leurs occupations, soit passaient par l'itinéraire de ces manifestations du 22 septembre et ont été arrêtés, sont retrouvés dans ces unités. Après un certain nombre de procédures, ils ont été donc placés, ils vont donc passer devant le tribunal militaire avec des motifs d'insurrection, rébellion, manifestation illégale. Kamine, un mot sur ce titre du quotidien Le Jour. C'est devenu une affaire de justice aujourd'hui. Avant la marche, les autorités administratives avaient bien mis en garde les gens qui s'aviseraient à marcher, que ces personnes devraient s'attendre à faire face à la loi. Bon, maintenant, il y a eu des marches, il y a des gens qui sont sortis, qui ont marché alors que la marche était interdite. Bon, maintenant, ces personnes ont été interpellées, parmi lesquelles, certainement, des innocents, certainement des passants, mais toujours est-il qu'on en a parlé sur les 400 et poussières dont on parle, il y a aujourd'hui 107 qui ont été inculpés. Ça veut dire que le reste n'a pas forcément été inculpé. Mais toujours est-il que nous sommes aujourd'hui dans une phase, dans la phase judiciaire. Maintenant, c'est les avocats qui devront essayer de faire tout pour faire obtenir la libération ou alors un procès équitable pour leurs clients. Alors, pour cette marche, il y a la nouvelle expression qui parle des conseils du MRC qui font les décomptes, justement. Alors, il faut noter que les personnes qui ont été déférées devant le tribunal militaire ont été arrêtées dans les mêmes conditions que ceux qui ont été libérés et d'autres qui ont été jugés par les tribunaux, ou alors qui vont être jugés par les tribunaux civils. Ça constate quand même une certaine incohérence. Nous marchons ensemble et puis vous êtes jugé devant le tribunal militaire, vous êtes placé en jugement auprès d'un juge militaire et moi devant un juge civil. Je crois qu'il y a un débat sur la compétence du tribunal militaire à connaître des affaires relevant du civil, en dehors des cas où les civils ont été amenés à utiliser des armes ou impliqués dans des opérations réputées militaires. Beaucoup d'analystes de la scène politique ne comprennent pas très bien pourquoi les civils sont jugés devant le tribunal militaire. Quoi qu'il en soit, il y a un débat aujourd'hui sur la bonne foi des autorités pour ce qui est des manifestations publiques, notamment organisées par les formations politiques de l'opposition. Je pense que sur cette question, les récentes sorties des sous-préfets, du ministre de l'administration territoriale montrent très bien qu'il y a une option prise par l'ordre gouvernement de museler tout ce qui est considéré comme étant action dissidente et gênante pour le pouvoir. Allez, la une de Cameroun Tribune ce matin parle de sécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest. Kaminele, une armée qui rassure. C'est le titre proposé par le tabloïd, à la suite notamment des opérations successives de libération des civils et otages dans ces deux parties du pays. Quand même, c'est une belle moisson, une bonne moisson en même temps. C'est d'abord une bonne information. C'est d'abord une bonne information. Moi, je pense que Cameroun Tribune part du constat des exploits du général Nkavalère et du général Divine et Kongwese, du côté du sud-ouest et du nord-ouest, qui, ces derniers temps, ont neutralisé d'importants chefs criminels de ce côté, qui ont libéré beaucoup d'otages et surtout qui sont en train d'inciter les populations à revenir dans leur village, à leur faire comprendre que les choses vont de mieux en mieux. Bon, moi je pense que c'est une bonne information pour ceux qui présentent toujours le sud-ouest et le nord-ouest comme l'enfer qui est inextinguible au Cameroun et que non, moi je pense qu'il y a d'abord un travail de fond qui est fait par cette armée qui n'est pas seulement au nord ou au sud-ouest. Vous avez vu le grand coup réalisé avant-hier par les soldats du Bir. Les soldats du Bir, une certaine opinion des réseaux sociaux présente comme une armée prétorienne, mais qui a réussi à retrouver un chef d'entreprise kidnappé par des braqueurs dans un temps très très court. Donc l'armée, selon Cameroun Tribune et selon les faits aujourd'hui, rassure et démontre à la population qu'elle est là tout de même, non seulement pour la protection du territoire, mais aussi pour la préservation des personnes et des biens. Et c'est une bonne information au moins qui rassure un peu ces populations, surtout du côté du sud et du nord-ouest, où les gens se déplacent de plus en plus et reviennent de plus en plus dans leur village. Donald Brice, Cameroun Tribune, le titre de Cameroun Tribune rassure. Oui, il y a sur les actes menés par l'armée camerounaise. Il y a une vingtaine de nos compatriotes qui étaient retenus par
un groupe séparatiste dans le sud-ouest, précisément dans le département du Lébi-Alem, et qui a été libéré il y a quelques jours après avoir passé plusieurs mois entre les mains de leurs ravisseurs. Après également que l'armée a neutralisé un leader séparatiste réputé dans cette partie du pays, mais également d'autres actions de saisie d'armes et de matériel de guerre dans les deux régions en crise. Des actions à saluer, mais il faut savoir que au-delà de ces actions, la mission de cette armée-là est rendue difficile et complexe par la complexité du front et des théâtres d'opération sur lesquels elle est appelée à opérer. Ce sont deux régions dans lesquelles les civils sont souvent infiltrés par les groupes armés et complexifient ainsi l'action de terrain de ces forces de défense et de sécurité qui doivent souvent mener une guerre qu'ils eurent depuis 4 ans aujourd'hui, et une guerre pour laquelle l'issue est déterminée non pas par eux-mêmes mais par les actions qui doivent être prises au niveau du politique, c'est-à-dire des donneurs d'ordre qui sont à Yaoundé et qui souvent ne donnent pas l'impression de vouloir mettre un terme à ces tensions. En tout cas, Kalara ce matin parle du contentieux avec le Grand Nord qui insiste sur ses places à l'INAM. C'est un autre scandale évoqué par la presse, relevé et relayé par la presse depuis quelques jours, et on le voit bien avec une 50aine de recours sur la table du juge d'instruction pour annuler notamment les résultats des différents concours. Il y a plusieurs autres volets. Avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur le dernier mot de donneur, parce qu'il parle des donneurs d'ordre qui sont à Yaoundé, qui ne veulent pas arrêter la guerre. Vous savez, je suis très amusé par ce genre de déclaration qui est faite en fin de phrase, pourquoi on ne comprend pas exactement tout le fond de la pensée de Donald Brice-Kamga. En réalité, vous savez, j'ai lu hier, par exemple, l'interview de... comment s'appelle le chef de ces gens-là qui a déclenché la guerre, là? Ayoub Tabé. On nous dit que oui, Ayoub Tabé appelle ces gens à arrêter les tueries et tout cela. Mais maintenant, ça, c'est le titre. Il fallait lire l'article. Ayoub Tabé dit que s'adresse à ces gens en disant que nous avons notre problème. Notre problème, c'est l'indépendance de l'Ambazonie. Nous devons unifier nos pensées, nos forces pour aboutir à l'indépendance. Parce que l'État du Cameroun n'acceptera jamais. Alors, quand vous ne faites pas ressortir ça à la une d'un journal, vous donnez l'impression qu'Ayoub Tabé est en train de demander à ces gens d'arrêter, mais qu'en réalité, le fond de sa pensée, la substance de sa pensée, c'est que lui, il se bat toujours pour l'indépendance d'un pays que lui, il veut instaurer et pour lequel il estime qu'il est face à l'État du Cameroun. Je ne sais pas comment vous allez dire que vous allez négocier quoi que ce soit avec un interlocuteur comme celui-là. Bon, maintenant, passons. Parce que les gens ne font pas attention à ce genre d'informations dont la substance est tronquée derrière un titre qui lui-même est constitué de fumée. Pour l'histoire de l'ENAM, je pense que c'est un peu de la diversion, Camille. Non, c'est pas de la diversion. Le fait justement que Ayoub Tabé et d'autres leaders séparatistes n'aient plus d'emprise sur le terrain constate également l'échec du gouvernement dans la gestion de cette crise. Ça concerne d'abord l'échec des séparatistes. Je rappelle que d'abord l'échec des séparatistes. Je rappelle que le gouvernement, en laissant le temps passer, décrédibilise et discrédite tous les acteurs de terrain qui auraient pu soit donner des mots d'ordre pour l'arrêt des combats, soit faciliter l'ouverture des négociations. Camille n'a pas oublié que les acteurs crédibles au départ de la crise, comme le consortium à la tête duquel se trouvait entre autres Abombala, a été dans un premier temps dissous, ensuite les leaders interpellés, et tout cela effectivement a décrédibilisé toutes les actions après environ 8 mois. Mais il relaxé, dites-le aussi. Après environ 8 mois. Oui, mais après, alors quand ils sont sortis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué. Ce sont des faits que je voulais juste rappeler. Oui, mais il faut pas les présenter de manière tronquée. Parce que l'histoire est faite d'un tout. Il ne faut pas prendre ce qui vous arrange et laisser de côté ce qui ne vous arrange pas, mais en réalité qui dérange la vérité ou qui dérange peut-être la recherche de la résolution. Donc c'est ça le problème de ce que vous appelez la crise anglophone, mais qui aujourd'hui en réalité ne peut pas trouver une solution facile dans la mesure où vous avez des gens qui continuent toujours à fonctionner dans la logique de l'indépendance de l'Ambazonie. Ok, les autres lancés sur le contentieux, on parle du Grand Nord qui insiste sur ses places à l'INAM, on l'a dit, vous avez eu la parole. Oui, c'est Donald Brice. Oui, bon, vous savez, chez nous, on fausse toujours un peu le débat. Nous sortons de l'émission. C'est souvent toujours un peu gênant. Le seul critère objectif par lequel on puisse
promouvoir, assurer l'ascension sociale des gens, que ce soit l'ENAM, à l'école normale supérieure ou à l'EMIA, le seul critère objectif qui puisse mettre, pas tout le monde, un bon nombre, la majorité d'accord, c'est la méritocratie. Si on vous dit que quelqu'un a été admis à l'ENAM avec 19 sur 20, il est difficile de dire qu'il est du nord-ouest, du sud-ouest ou de... Merci. Merci à vous, chers messieurs Kaminele. Merci également d'être venus sur ce plateau, Donald Brice-Kamga. Et à vous, chers téléspectateurs, vous aurez l'occasion de parcourir la presse. Bonne journée à vous. Demain, mercredi, nous serons encore là. Il sera 9h20 sur Equinox.